Ok, parfait. Maintenant, suis-moi voir. Là, tout de suite, ton esprit devient léger. Tu te sens complètement détendu, parfaitement détendu. Tu te sens parfaitement bien. Laisse-toi guider par ma voix et uniquement ma voix. Imagine maintenant que tu plonges dans un monde incroyable, un monde où tout est possible, où ton imagination prend le contrôle. Et avec le mot d'or, tu vas simplement pouvoir te laisser aller dans ce monde et prendre tout le contrôle que tu veux. Maintenant, 1, 2, 3, d'or. Parfait, parfaitement bien. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Tu es maintenant dans un monde de rêve et d'imaginaire. Et dans ce monde-là, tout est possible. Et comme tout est possible, tu peux simplement t'abonner. J'adore l'hypnose. Bon, vous avez compris, aujourd'hui on va parler d'hypnose et surtout d'hypnose de rue. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo les différents styles et leurs subtilités, mais je vais globalement essayer de vous en dire un maximum. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu apprendre. On va parler de l'histoire de l'hypnose, je vais vous expliquer la science et les neurosciences autour de l'hypnose, et ensuite vous verrez certains mythes pourront vous choquer. Et nous on commence tout de suite avec l'histoire de l'hypnose. Les premières mentions de l'hypnose remontent aux anciennes civilisations de l'Antiquité, notamment les Égyptiens et les Grecs. En Égypte, des prêtres utilisaient des techniques de transe semblables à l'hypnose pour des rituels de guérison et apaiser les esprits. Alors qu'en Grèce, des temples dédiés à Asclépios, le dieu de la médecine, accueillaient des patients qui entraient dans des états de transe pour recevoir des soins et des conseils divins. Maintenant, faisons un bond en avant de 5000 ans. Au XVIIIe siècle, Franz Anton Mesmer, pas lui que tout le monde connaît et qui est le maître de l'hypnose aujourd'hui, Franz Anton Mesmer était un médecin allemand qui a introduit le concept de mesmérisme ou magnétisme animal. Il croyait en l'existence de fluides magnétiques universels dans le corps qui pouvaient être manipulés pour guérir les maladies. Aujourd'hui, évidemment, toutes ces théories ont été discréditées, mais c'est quand même grâce à lui que les bases de l'hypnose commencent à être étudiées. Puis vient le 19e siècle. James Braid, un chirurgien écossais, observe les effets du mesmérisme et développe sa propre théorie. Il rejette évidemment les fluides magnétiques et se concentre sur les états mentaux induits par la fixation des yeux et la suggestion. Il développe les premières techniques d'hypnose basées sur la concentration et la suggestion, et c'est lui qui introduit pour la première fois le terme hypnose, dérivé du mot grec hypnos, qui signifie sommeil. Au XXe siècle maintenant, on voit une transformation radicale de l'hypnose grâce à Milton Erickson, un psychiatre américain qui développe des techniques d'hypnose thérapeutique basées sur des suggestions indirectes et l'utilisation créative du langage. Ces méthodes, centrées sur la collaboration, le respect et l'exploitation des ressources inconscientes du patient, sont la base de l'hypnose clinique et thérapeutique qu'on connaît aujourd'hui. Et parallèlement à l'hypnose clinique, vous avez aussi deux autres mouvements qui se développent et qui gagnent de plus en plus en popularité. D'un côté, l'hypnose de spectacle et de l'autre, l'hypnose de rue. Ces formes d'hypnose sont souvent utilisées pour divertir et démontrer les pouvoirs de la suggestion et de l'hypnose avec des hypnotiseurs réalisant des démonstrations publiques, mais seulement dans des environnements qui varient de la salle de spectacle à n'importe où. Voilà, bon, c'était tout pour l'histoire. Maintenant, on passe à la partie un peu scientifique. Parce que l'hypnose n'est pas seulement un art mystérieux et mystique, c'est aussi une science fascinante. Et comme toutes les sciences, on a tenté d'expliquer ce phénomène en plongeant dans les profondeurs de notre cerveau pour comprendre ce qui se passe réellement pendant qu'on se fait hypnotiser. Alors commençons par le commencement. C'est quoi l'hypnose? Eh bien, la première chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne comprenez pas ce que c'est l'hypnose après avoir vu cette vidéo, c'est absolument normal. Alors l'hypnose, c'est simplement un état modifié de conscience dans lequel une personne peut être plus réceptive à la suggestion et aux directives. Dans la vie, il existe plusieurs états de conscience. Vous avez la conscience éveillée qui comprend l'état de veille normal. Comme moi en ce moment, je suis en train de vous parler, je suis réveillé. Et vous avez aussi l'attention focalisée. C'est presque un peu l'état de flow. Allez voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous la trouverez par là et dans la description. Et puis maintenant, il y a aussi les états altérés de conscience. Le sommeil et ses différentes phases, les rêves lucides, et évidemment l'hypnose. Et puis encore, après tout ça, vous avez tout ce qui est méditatif ou les états induits par les substances, ou encore les pathologies de la conscience, dont on n'a pas besoin de parler ici. Et donc l'hypnose est un état de conscience modifié où quelqu'un est simplement très relaxé, super détendu, très suggestible et peut expérimenter tout un tas de changements, mais surtout de perception et de mémoire. Bon, vous avez sûrement compris, mais pendant l'hypnose, le cerveau fonctionne différemment. Pour faire simple, l'activité cérébrale se traduit par des fréquences d'ondes électriques mesurables par ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. C'est ce truc-là où il y a toutes les électrodes sur le cerveau. Ces ondes sont classées en différentes catégories selon leur fréquence et chaque type d'onde est donc associé à différents états mentaux et niveaux de vigilance. Je vous en parle rapidement. Vous avez les ondes de très basse fréquence qu'on appelle les ondes delta, 0,5 à 4 Hz, c'est le sommeil profond. Puis vient les ondes θ, de 4 à 8 Hz, c'est le sommeil léger, méditation profonde
ou les rêves. Et ensuite, les ondes alpha, 8 à 13 Hz. Relaxation, état de calme mais alerte, souvent présentes lorsque les yeux sont fermés, mais quand on est encore éveillé. Puis vient les ondes bêta, 13 à 30 Hz, ça c'est des ondes à haute fréquence, c'est l'état de veille, comme vous et moi maintenant. Et enfin viennent les ondes gamma, de 30 à 100 Hz, ce sont les ondes de très haute fréquence qui représentent un traitement cognitif très élevé. Et les chercheurs ont identifié deux types d'ondes cérébrales particulièrement actives pendant l'hypnose. Ce sont les ondes alpha et les ondes θ. Et c'est particulièrement dans l'état des ondes θ que l'hypnose devient vraiment, mais vraiment puissante, et qu'elle permet un accès direct à l'inconscient. Les études en neurosciences montrent que l'hypnose a des effets mesurables sur l'activité cérébrale, qu'elle influence les processus impliqués dans la perception, la douleur et la cognition, en modifiant l'activité cérébrale de certaines régions du cerveau. Par exemple, dans une étude de 2016, des chercheurs ont utilisé l'IRM pour observer les cerveaux de sujets hypnotisés. Ils ont découvert que l'hypnose augmente la connectivité entre les régions du cerveau responsables de l'attention et de la conscience, tout en diminuant les connexions avec celles associées à la réflexion critique. Une autre étude importante maintenant a montré que l'hypnose peut aussi aider à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression en modifiant les circuits neuronaux impliqués dans la régulation des émotions. Bref, vous avez compris, on n'a plus besoin de prouver ni l'existence de l'hypnose, ni son efficacité. Et pour ceux qui doutent encore, ne vous inquiétez pas, les avancées en neurosciences continuent de clarifier les mécanismes par lesquels l'hypnose marche et parfois réalise des miracles. Voilà, c'était tout pour la science, enfin je crois. Maintenant, on va plutôt parler des styles d'hypnose. L'hypnose peut être divisée en trois types principaux qui ont des objectifs qui sont complètement différents. L'hypnothérapie, l'hypnose de spectacle et l'hypnose de rue. Je vous donne un aperçu rapide de chacun d'entre eux. L'hypnothérapie est utilisée pour traiter divers problèmes de santé mentale et physique. Les hypnothérapeutes aident les patients à surmonter des problèmes comme les phobies, l'anxiété, les troubles du sommeil, la gestion de la douleur et même des dépendances comme le tabagisme. En induisant un état de relaxation profonde, les thérapeutes utilisent des suggestions pour aider les patients à changer leur comportement et leurs pensées de manière positive. Ça, c'est pour l'hypnothérapie. L'hypnose de spectacle maintenant, elle est principalement utilisée pour divertir un public. Les hypnotiseurs de spectacle sélectionnent les volontaires parmi le public et les hypnotisent pour faire des trucs super drôles. L'accent est mis sur le divertissement avec des démonstrations qui sont impressionnantes de contrôle et de suggestion. C'est ce que fait justement Mesmer et c'est ce qu'il fait très bien. Bien que cette hypnose soit très théâtrale, elle repose sur les mêmes principes de base que l'hypnothérapie. Et enfin, l'hypnose de rue. Elle est très similaire à l'hypnose de spectacle, mais elle se déroule dans des espaces publics. Les hypnotiseurs abordent des passants et leur proposent de participer à des démonstrations d'hypnose. Cette forme d'hypnose est spontanée et informelle, souvent utilisée pour montrer la puissance de l'hypnose dans des situations quotidiennes. Ça peut être n'importe où, dans un parc, à une fête, je sais pas moi, où vous voulez. On peut faire découvrir aux gens ce qu'est l'hypnose et c'est aussi un excellent moyen de la démystifier et de la rendre plus accessible au grand public. Et moi, je vais surtout vous parler de l'hypnose de rue. Même si fondamentalement toutes les choses que je mentionne sont valables pour les trois styles. Et si c'est pas le cas, je vous le dirai. Allez, maintenant qu'on a vu tout ça, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet pour que vous compreniez comment se passe réellement une séance d'hypnose. Et une séance typique, elle peut se dérouler en 7 étapes, certaines sont obligatoires, d'autres facultatives en fonction du feeling, de la personne et de l'environnement. La première étape, c'est celle qui consiste à trouver quelqu'un qui est prêt à être hypnotisé. Si vous êtes un volontaire, c'est à ce moment-là que vous montrez votre intérêt. Vous allez vers l'hypnotiseur et pour l'hypnotiseur, c'est crucial de surmonter la honte et la peur de l'échec, surtout lorsqu'il s'agit d'approcher des inconnus dans la rue. La deuxième étape maintenant, c'est ce qu'on appelle le pré-talk. C'est bon, on a trouvé un volontaire, alors la séance commence par une conversation initiale. Et cette étape, elle est super importante pour dissiper les idées fausses et les peurs qui sont liées à l'hypnose. L'hypnotiseur, il va expliquer les bases de l'hypnose et rassure sur la sécurité et les bienfaits de l'expérience. Et ensuite, on enchaîne par ce qu'on appelle les tests de suggestibilité. Ces tests servent à évaluer le niveau de réceptivité d'une personne. C'est le démarrage, c'est là où on commence à créer la connexion avec des tests amusants et qui nous permettent à nous les hypnotiseurs de voir comment vous réagissez aux suggestions. Et si vous êtes réceptif, on enchaîne directement avec la quatrième étape, l'induction. L'induction, c'est l'étape wow de l'hypnose. C'est ici qu'on induit la transe hypnotique, souvent avec le fameux mot d'or, qui vous amène à un état profond de relaxation. Et une fois que vous êtes parfaitement détendu, bien déstressé, on enchaîne avec l'approfondissement, la cinquième étape, qui nous permet d'approfondir l'état de transe. Et elle n'est pas toujours nécessaire cette étape, mais on peut l'utiliser pour renforcer simplement l'état hypnotique pour avoir une expérience plus intense. Et après ça, c'est la partie amusante, c'est là qu'on va commencer vraiment à faire des choses qui vont être extraordinaires. C'est la partie suggestion, la sixième étape. Dans cette partie, l'hypnotiseur va vous lancer des suggestions.
Et ça peut être des suggestions aussi simples que de coller les mains ensemble ou aussi complexes que de vous faire croire que vous êtes en train de voler sur un tapis volant. Et c'est aussi durant cette étape qu'on peut utiliser l'hypnose pour des objectifs qui sont thérapeutiques, comme arrêter de fumer ou surmonter une phobie. Ce qui ne sera évidemment pas le cas de l'hypnose de rue, ce sont des choses qui sont réservées aux professionnels de l'hypnothérapie que j'ai mentionné plus tôt. Mais dans cette partie, on peut quasiment suggérer n'importe quoi tant qu'on respecte la personne et ses limites. Et enfin, quand vous avez fini de faire découvrir de façon extraordinaire ce qu'est l'hypnose à votre volontaire, vous avez la dernière étape, le réveil. Peut-être l'étape la plus importante de tout ce chemin. Voilà, maintenant quand vous observez une séance d'hypnose dans la rue, vous savez à peu près où vous en êtes, même si en général ce qu'on voit c'est souvent la partie des suggestions. Et maintenant que vous savez comment se déroule une séance typique, c'est important que je vous parle des mythes qui existent autour de l'hypnose et surtout que je les débunk pour vous parce qu'on entend tout un tas de choses qui sont absolument pas vraies sur le sujet. Et c'est normal parce que l'hypnose fait peur. En fait, beaucoup de gens ont des conceptions totalement fausses de ce qu'est réellement l'hypnose et de ce qu'elle peut ou ne pas faire. Et pour la fin de cette vidéo, je vous ai justement réservé 10 mythes fréquents qu'on entend sur l'hypnose et je vais vous expliquer si c'est vrai ou pas et quelle est la réalité à propos de ces mythes. Et vous verrez, je pense qu'il y en a plus d'un qui vont vous surprendre. Et je commence tout de suite avec le premier mythe qui est que les participants sont forcés de faire quelque chose contre leur volonté. C'est absolument faux. En réalité, l'hypnose ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il trouve moralement ou éthiquement inacceptable. Les personnes sous hypnose conservent leur libre arbitre et ne feront rien qui va à l'encontre de leurs valeurs personnelles. Ils sont dans un état de relaxation et de concentration, mais restent conscients et peuvent refuser des suggestions qui ne leur conviennent pas, notamment parce que le subconscient est le gardien de notre intégrité morale et physique. Mythe numéro 2. L'hypnose est une forme de sommeil. Faux. Bien que le mot hypnose soit dérivé du grec hypnos, sommeil, l'état hypnotique n'est pas du sommeil. Les personnes hypnotisées sont dans un état de conscience modifié où elles sont extrêmement concentrées et relaxées, mais où elles restent éveillées et conscientes de leur environnement. En fait, elles peuvent souvent se rappeler de ce qui s'est passé pendant la séance, elles entendent tout, elles voient si elles ont les yeux ouverts, elles sentent si on les touche, etc., etc. Le mythe numéro 3. Seules les personnes faibles d'esprit peuvent être hypnotisées. Encore une fois, totalement faux. En réalité, l'hypnotisabilité, c'est-à-dire la capacité à être hypnotisé, n'a rien à voir avec la faiblesse d'esprit ou l'intelligence. C'est plutôt une question de suggestibilité qui varie évidemment d'une personne à l'autre. En général, on dit que 10 à 15% de la population est super réceptive à l'hypnose, tandis que 20% environ sont moins réceptifs. Et la plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Et la croyance que nous avons nous les hypnotiseurs, c'est qu'absolument tout le monde est hypnotisable dans le bon environnement, au bon moment, au bon endroit. Mythe numéro 4. L'hypnose peut révéler des souvenirs enfouis ou refoulés. Semi-faux. En réalité, l'idée que l'hypnose peut être utilisée pour révéler des souvenirs refoulés ou enfouis est assez controversée. Et franchement, c'est pas le domaine où je m'y connais le plus. Même si l'hypnose peut aider à accéder à des souvenirs, elle peut également rendre les sujets plus susceptibles de créer de faux souvenirs en réponse à des suggestions. Et donc, les souvenirs récupérés sous hypnose doivent être traités avec prudence et ne sont pas nécessairement plus fiables que ceux récupérés sans hypnose. Mythe numéro 5. L'hypnose de rue est dangereuse. Encore une fois, oui et surtout non. L'hypnose, lorsqu'elle est pratiquée par des professionnels formés et éthiques, est en général assez sûre. Comme toute pratique, elle nécessite des compétences et une connaissance approfondie des techniques et des limites de l'hypnose. Les hypnotiseurs de rue responsables s'assurent toujours du consentement éclairé des participants et veillent à leur bien-être tout au long de la séance. Mythe numéro 6. L'hypnose est efficace pour la gestion du poids et l'arrêt du tabac. Ça, c'est absolument vrai. Même si c'est pas là où je suis spécialisé, l'hypnose peut être une méthode efficace pour aider les gens à perdre du poids ou à arrêter de fumer en reprogrammant les schémas de pensée subconscients et en renforçant la motivation et le self-control. Mythe numéro 7. L'hypnose est une expérience mystique ou magique. Complètement faux. Vous l'avez vu, je vous ai apporté des bases scientifiques. L'hypnose est une technique basée sur des principes psychologiques et physiologiques. Elle implique aucun pouvoir mystique ou magique, elle repose simplement sur la capacité naturelle de la concentration et de la suggestibilité humaine. Mythe numéro 8. L'hypnose peut améliorer les performances sportives et la créativité, et ça c'est absolument vrai. De nombreux athlètes et artistes utilisent l'hypnose ou des dérivés de celle-ci pour améliorer leur concentration, réduire le stress et stimuler leur créativité. Elle peut aider à visualiser des réussites et à se préparer mentalement. Tiger Woods, Michael Jordan ou David Beckham en sont de très bons exemples. Mythe numéro 9. L'hypnose peut accélérer la guérison physique.
Et ça encore une fois, c'est vrai. Il existe des preuves dans la science suggérant que l'hypnose peut accélérer le processus de guérison physique avec des patients rapportant des rétablissements plus rapides et aussi moins de complications après des interventions médicales. Et ça, alors qu'ils avaient été hypnotisés. Et enfin, le dernier mythe, le mythe numéro 10, on peut avoir un orgasme sous hypnose. Encore une fois, c'est absolument vrai. Pas besoin d'entrer dans le détail, mais l'orgasme féminin ou masculin se passe en grande partie ici. Donc la bonne suggestion au bon moment, dans le bon environnement, peut mener à un orgasme. Bref, vous avez compris, il y a pas mal de choses fausses sur l'hypnose, surtout les choses qui font peur, ce que évidemment je peux comprendre. Mais aujourd'hui, c'est un état qui a été plus qu'étudié et validé par la science, et je pense réellement que ça peut nous apporter que du bien et que ça peut vraiment nous aider. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce phénomène et de ce qu'est l'hypnose. Si c'est pas le cas, faudra venir en formation avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.